Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron, je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Après le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, le Niger vient de tomber aux mains des militaires. Ce 26 juillet 2023, le commandant de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Chiani, a initié un coup d'État visant à renverser le président Mohamed Bazoum, élu en avril 2021. Depuis, celui-ci est retenu à Niamey, la junte militaire a pris le pouvoir et un nouveau Premier ministre a été nommé pendant que plusieurs membres du gouvernement légitime étaient arrêtés. Le coup a été largement condamné par la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et bien sûr la France, partenaire historique du Niger. Une France qui a été visée par les manifestants pro-junte dans les mots et dans les actes. Dans les mots, avec des slogans qui demandaient la fin de la présence française sur le sol nigérien, une présence stratégique, on va le voir, ou encore avec des slogans disant « on veut la Russie ». Dans les actes, c'était avec cette tentative d'incendie de son ambassade à Niamey. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, la situation est toujours instable, la CEDEAO fait toujours planer la menace d'une intervention militaire pour établir Bazoum, menace à l'ordre du jour du sommet organisé ce jeudi 10 août. Alors Alain, Jean-Marie, ce n'est pas le premier coup d'État dans la région, ce n'est pas non plus le premier coup d'État au Niger, pourtant il semble que celui-ci fasse particulièrement réagir les démocraties, qu'elles soient africaines ou occidentales. Pourquoi ? Parce que tout le monde craint évidemment un effet de contagion. Vous vous souvenez que à l'époque de la guerre froide fleurissait la théorie des dominos et que là on se dit les pays les uns après les autres tombent dans la main de dictateurs. Dans un contexte où on essaie de rassembler un petit peu les démocraties face aux systèmes autoritaires, et donc c'est un des nouveaux clivages ou un des clivages permanents de notre monde, qui est évidemment très pertinent quand on regarde la situation en Ukraine, puisqu'on a une dictature à Moscou et puis en face des démocraties qui essaient de défendre la démocratie ukrainienne. Et en Afrique, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'avec les entrées russes via la milice Wagner et les putschistes qui, les uns après les autres, se mettent aussi au service de Wagner, ou plus exactement sollicitent les services de Wagner, on arrive progressivement à une lecture qui va voir s'opposer les États-Unis et la Russie à travers différents pays. Mais en attendant, ce sont les autres pays de l'Ouest africain qui sont inquiets, parce que en même temps que ces putschistes se mettent en place, les djihadistes ne cessent pas d'avancer, ne cessent pas de descendre vers la côte. Et donc, c'est cela qui préoccupe tout le monde et qui fait que ces coups d'État ont été et sont de plus en plus mal perçus en Afrique. Alors d'ailleurs, vous avez parlé de la CEDEAO, Jean-Marie. Elle a fixé un ultimatum au Niger, à la junte. Si elle ne se retire pas, il pourrait y avoir une intervention militaire. Est-ce que c'est quelque chose d'inédit dans ce genre de situation en Afrique, qui est ce genre d'ultimatum avec une intervention militaire au bout, Alain ? Alors, la CEDEAO, elle avait cette singularité qui était, ou cette ambition qui était de regrouper essentiellement des démocraties africaines. Alors, elle menace d'une intervention armée pour rétablir la démocratie. Et le président Mohamed Bazoum, qui est au pouvoir, je crois, depuis 2021, élu récemment, je ne pense pas qu'elle fasse une opération militaire. Je ne sais même pas si ce serait souhaitable qu'il y ait des combats entre Africains et une opération militaire. Une opération militaire, d'ailleurs, on se demande qui pourrait la mener. Le Nigeria, parce que dans la CEDEAO, seul le Nigeria a véritablement une armée opérationnelle ou capable de se projeter à l'étranger. Alors maintenant, ils ont pris des sanctions économiques. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a aussi pris des sanctions économiques. Bon, la France, de son côté, a suspendu son aide, de même que l'Union européenne. Les États-Unis pourraient faire la même chose. Ce n'est pas rien. Ces pays sont parmi les plus pauvres du monde. Si vous prenez le Mali, le Burkina et les trois pays que vous avez cités, et naturellement le Niger maintenant, si vous prenez ces trois pays, ils sont dans la liste des 10 pays les plus pauvres du monde, en général débordés par une démographie galopante. Pour vous dire, le Niger compte aujourd'hui 25 millions d'habitants. Pour moi, dans la mémoire que j'avais du Niger dans les années 60, c'était 6 à 7 millions d'habitants. Le Niger est le pays qui a le plus fort taux de fécondité au monde, c'est-à-dire 7 enfants par femme. Donc voilà des considérations qui concernent, si vous voulez,
les 3 pays les plus pauvres, mais qui étaient effectivement, qui avaient en tout cas c'était vrai du Mali, ça a été vrai à un moment du Burkina, et c'était vrai aussi du Niger, disons depuis l'élection 2011 de Mamadou Issoufou, hein, qui est aujourd'hui à la retraite, qui a cédé le pouvoir lors d'une élection. Il y a eu un transfert pacifique du pouvoir, c'est pas si fréquent que ça en Afrique, au profit de Mohamed Bazoum. Le coup d'État est d'autant plus étonnant que tout allait plutôt dans le bon sens avec le président Bazoum. Il était revenu sur des pratiques de corruption, de népotisme, de détournement des marchés publics qu'il y avait eu récemment. Et même là, sur le plan sécuritaire de la lutte contre le djihadisme, la situation s'améliorait plutôt. Mais je ne crois pas qu'on puisse imaginer ou compter sur une intervention de l'armée nigériane au nom de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest à Niamey. Alors oui, on ne sait pas très bien quelles sont les revendications exactes de la junte. Les militaires ont justifié leur intervention justement par le péril qui visait le Niger, que ce soit sur le plan économique ou le plan sécuritaire, mais on n'en sait pas vraiment plus. Il y a un pays qui ne fait pas partie de la CEDEAO, c'est l'Algérie, et qui veut se poser en médiateur dans cette crise. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution, une ouverture? Pour revenir sur la première partie de votre question, Christophe, le motif mis en avant par les militaires au Niger, qui est celui qui était mis en avant par les militaires au Burkina Faso, comme en Guinée, c'est l'idée que la lutte contre le djihadisme est insuffisante, n'est pas bien conduite, n'a pas de résultats suffisamment efficaces, et qu'il faut donc reprendre les choses en main. Au Niger, le président élu avait deux fers au feu en quelque sorte. Il avait une politique sécuritaire, j'allais dire classique, et aidée plus exactement par l'armée française, mais aussi par un contingent américain, mais aussi italien sur le terrain, et en même temps des discussions qu'il avait commencé à ouvrir avec telle ou telle fraction qui avait conduit un certain nombre de djihadistes à rallier le pouvoir au Niger et à même à être, pour certains d'entre eux, réintégrés ou intégrés dans les troupes régulières. Et c'est une politique qui marchait plutôt bien parce que le taux de violence politique au Niger avait très considérablement baissé à la suite de cette politique, alors qu'à l'inverse, il a explosé au Burkina Faso et au Mali. Donc, il y a fort à parier que malgré cette proclamation, le gouvernement des putschistes aura les mêmes résultats. C'est ce que craignent les autres pays d'Afrique d'ailleurs, c'est que ce soit à nouveau une déferlante djihadiste, sachant qu'il y a 3 grands mouvements djihadistes dans cette zone-là. Il y a évidemment Al-Qaïda, il y a aussi le djihadisme le plus redoutable, celui qui vient de Syrie, et il y a aussi Boko Haram, qui concerne aussi beaucoup le Nigeria. Donc, il y a fort à parier qu'on va voir une résurgence du djihadisme et que ce qui est craint par les autres, et notamment par les pays de la CEDEAO, c'est justement qu'il y ait une nouvelle déferlante djihadiste sur le terrain. Quant à l'Algérie, elle se saisit de chaque occasion à la fois pour critiquer la France, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, et en même temps pour essayer de pousser ses propres pions qui devraient la conduire à intervenir, en effet, à se positionner comme puissance, en tout cas tutélaire de cette région. Je pense, et c'est assez clair dans les propos du président algérien, puisqu'il a à la fois proposé sa médiation, donné déjà les grandes lignes de ce qu'il souhaite. Donc l'Algérie est en effet un des acteurs majeurs de la période qui vient. Alors vous avez parlé du djihadisme, ça nous amène à la France. Le Niger est un partenaire stratégique de la France. Alors on a beaucoup parlé de l'uranium, mais c'est évidemment bien plus compliqué que ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. En fait, le Niger, c'est surtout un partenaire stratégique de la France dans la lutte contre le terrorisme, Alain. Absolument. Il y a un mythe qu'on trouve dans la presse anglo-saxonne, notamment sur la question des intérêts français au Sahel ou en Afrique même. La question des intérêts économiques français qui seraient la motivation essentielle de la présence française en Afrique. Je n'en crois rien et les chiffres démentent totalement cette histoire des intérêts français en Afrique et particulièrement au Sahel. Au Sahel, ce n'est pas étonnant, ce sont les pays les plus pauvres
du continent africain. Alors, il est vrai que la France, à un moment, Areva, puis son successeur, une des compagnies nucléaires françaises a changé de nom, mais importait 10% de son uranium en provenance de mines du Niger. Il y a encore une dizaine d'années, il y a eu des attentats djihadistes contre les intérêts des compagnies françaises dans la région. Il y a eu des Français enlevés par les djihadistes, Al-Qaïda ou autres, comme expliquait Jean-Marie tout à l'heure. La vérité, c'est que la France dépend pour moins de 10% de ses importations d'uranium du Niger. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Et les 3 pays africains qui concentrent l'essentiel du commerce extérieur de la France, les échanges économiques français avec l'Afrique, investissement compris, c'est, d'après la COFAS ou d'après le ministère de l'économie et des finances, ce sont l'Égypte, les gros travaux d'infrastructure, souvent des marchés remportés par les entreprises françaises, le Nigeria pour des raisons d'importation de pétrole, et l'Afrique du Sud parce que ça reste une des économies les plus dynamiques du continent. Donc, il n'y a pas d'intérêt économique, il y a un mythe des intérêts économiques français au Sahel qu'on rencontre fréquemment dans la presse anglo-saxonne notamment. Après, vous pouvez me dire, mais il y a une question de statut, c'est la France en Afrique. Il se trouve qu'après tous les épisodes de la France-Afrique, la France appuie des démocraties, a appuyé des démocraties naissantes au Sahel, notamment au Mali et au Niger. Et on sent bien que dans une partie des élites françaises, il y a cette idée que c'est une question de statut. C'est très important pour la France de rester une puissance qui a son mot à dire en Afrique. À vrai dire, vous pouvez prendre des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Scandinavie et des pays qui ont développé des coopérations extrêmement poussées avec l'Afrique. Et au fond, je ne vois pas très bien ce que la France a à gagner en statut, en avançant comme ça un rôle privilégié qu'elle aurait à jouer dans ce continent du fait de son passé colonial. Alors c'est vrai, il y a la question stratégique, bien sûr, et la question stratégique, elle est importante du fait des flux migratoires, parce que il suffit de vivre un peu dans les grandes villes françaises pour comprendre qu'une bonne partie de la main-d'œuvre qui est occupée aux tâches les plus difficiles, de nettoyage des bâtiments, de nettoyage des rues et des chaussées. Bref, tous ces métiers essentiels à nos grandes villes sont très largement le fait de travailleurs immigrés venant du Mali ou du Niger, ou même du Tchad ou du Burkina, mais enfin essentiellement du Mali et du Niger. Et des pays comme le Mali et le Niger vivent très largement non seulement de l'aide internationale, mais des ressources qui proviennent de tous ces gens, ces femmes et ces hommes éminemment courageux qui renvoient au pays une partie des salaires qu'ils gagnent en France. Donc tout ça font des circuits effectivement compliqués. La question sécuritaire, elle existe avec la progression du djihadisme. Quand le djihadisme s'empare d'une ville, c'est toujours une tragédie qui s'installe. Et après tout, à 100 km au nord de Niamey, il y a des combats entre les djihadistes et puis l'armée nigérienne, très souvent appuyée par l'armée française ou bien des contingents allemands, italiens ou américains. Donc cette question-là, elle me paraît vraie, évidente. Elle est liée aussi à la question des flux migratoires. Hein. Elle n'est pas indifférente à cette question-là. Encore qu'à ma connaissance, aucun grand attentat terroriste commis au nom du djihad n'a jamais été commis en Europe de l'Ouest par un mouvement venu du continent subsaharien. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez le souvenir d'un attentat de ce type? Moi, je ne l'ai pas. Non, mais c'est sûr que la question migratoire est essentielle aussi dans ce genre de situation. La géographie montre d'ailleurs, et c'est une des raisons d'ailleurs de l'implication de plus en plus forte que l'on va avoir de l'Algérie, c'est justement que cette zone a des frontières avec la Libye et que c'est par la Libye que traverse un certain nombre de candidats à traverser la Méditerranée ensuite et à l'Europe, avec les drames qu'il y a d'ailleurs en Libye, à la frontière tunisienne et ainsi de suite. Et donc l'Algérie est concernée à la fois pour des raisons de statut, alors pour le coup, d'affirmation de la puissance algérienne, mais aussi
de surveillance du djihadisme dans cette zone qui peut la concerner et de contrôle des flux migratoires. Pour la France, ce qui est intéressant de voir, c'est que Emmanuel Macron ouvre son premier mandat avec l'idée qu'il faut redéfinir la relation de la France avec l'Afrique et donc quitter en effet les rives qui avaient d'ailleurs été déjà abandonnées de la France-Afrique pour aborder une sorte de nouveau partenariat. Et de ce nouveau partenariat, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a surgi. Il y a au contraire, dans certains pays, des vagues anti-françaises qui accompagnent ce mouvement qui est de toute façon un mouvement de repli, de toute façon un mouvement de retrait. Donc ce qui aurait pu être, comme d'ailleurs pour Emmanuel Macron, un point positif d'anticipation en quelque sorte, devient une sorte de j'allais dire de retraite de Russie, parce que les Russes sont naturellement au cœur de cette lutte anti-française dans certains pays. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui pour la France. C'est un repli et un changement complet de son attitude vis-à-vis de certains pays, alors même qu'elle restera, comme d'autres pays européens, comme les autres pays européens, concernés à la fois par la question des flux migratoires, mais aussi par la situation politique de ces pays, parce qu'il va de soi qu'un certain nombre d'entre eux vont continuer de lutter contre le djihadisme et vont avoir besoin d'aide. Pour le moment, constatons aussi que la France étant écartée, se met en place, notamment au Niger, c'est particulièrement visible, se mettent en place les conditions d'un nouveau partage ou d'un nouvel affrontement entre la Russie et les États-Unis. Parce qu'on a vu des drapeaux russes dans les manifestations pro-junte. On a entendu ces slogans « On veut la Russie » dont je parlais en introduction. Est-ce que ça veut dire que la Russie est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une part de manipulation? Ou est-ce que ce sont des phénomènes d'imitation comme on l'a vu au Mali par exemple? Moi, je crois que ce serait une erreur d'analyse de dire que la Russie est derrière tout ça. La Russie exploite tout ça, certainement. Elle essaye de l'exploiter, en tout cas. Et le groupe Wagner est toujours présent. Là, c'est plutôt vers la Centrafrique et peut-être au Mali, puisque la junte malienne a fait appel au groupe Wagner. Mais là encore, ce n'est pas encore un marché qui paraît conclu ou opérationnel. En revanche, les campagnes de désinformation contre la France, on sait d'où elles viennent. Et ça ne date pas d'hier. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir que toute une partie des élites publiques et politiques françaises ces 10 dernières années qui ont flirté avec Vladimir Poutine ignoraient le fait que simultanément, il y avait déjà des campagnes de désinformation menées par la Russie contre la France. Mais écoutez, non, ce sont des situations extrêmement compliquées. Les coups d'État ont eu lieu à chaque fois, si vous regardez la séquence, après que des membres de l'armée malienne, ou bien de l'armée du Burkina, ou bien de l'armée du Niger, aient essuyé beaucoup de morts, 20, 30, 40 morts, dans des accrochages avec les djihadistes. Et il y a eu cette idée que, au fond, l'aide des Français n'est pas suffisante, l'aide des Américains n'est pas suffisante, ils ne nous aident pas comme ils devraient nous aider, ils sont là pour nous exploiter. Je lisais dans le New York Times, je crois, un reportage sur Niamey. Et là, il y avait une jeune femme qui était veuve de son mari et qui faisait partie d'une manifestation contre la France. Et elle disait, oui, je suis là parce que mon mari a été tué par les djihadistes, les Français ne nous ont pas défendus. Il y a cette idée assez basique, simpliste, les Français ne nous ont pas défendus. Si les Français sont là avec 5000 hommes au Mali, c'est pour régler son compte aux djihadistes. Or, au fond, tout ça est sur des structures compliquées de relations entre les Touaregs et les Peuls. On parle de djihadisme, on devrait parler de gangstéro-djihadisme. Ce sont aussi des réseaux de passeurs. Jean-Marie l'évoquait tout à l'heure sur la Libye. Ce sont des réseaux de passeurs, ce sont les mêmes raisons. Passeurs de drogue, passeurs de candidats à l'immigration, trafiquants d'armes, trafiquants d'êtres humains. C'est ça, le gangstéro-djihadisme. Ça s'appelle Boko Haram, ça s'appelle Al-Qaïda ou bien Al-Qaïda au Sahel. Mais ce sont des réseaux qui vivent de cela, qui sont des réseaux criminels aussi, en même temps qu'ils sont des réseaux criminels au sens politique, qui veulent renverser des gouvernements pour installer le djihad, paraît-il. Donc voilà. Écoutez, est-ce qu'on verra les Russes s'impliquer dans ces pays-là? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont rarement réussi ou laissé de très bons souvenirs lorsqu'ils ont été en Afrique,
pour ne pas parler de ce qui leur est arrivé, par exemple, dans un pays comme l'Égypte. Et puis, on leur souhaite bonne chance si eux sont capables de vendre aux Maliens, aux gens du Burkina ou aux gens du Niger, que eux vont régler la question djihadiste que les Français et les Occidentaux n'ont pas réglée. Je constate un fait quand même. Il y a 1500 soldats français qui sont toujours présents au Niger, à l'heure où nous parlons. Il y a 1000 Américains, quelques centaines d'Allemands et d'Italiens. À ma connaissance, aucun de ces contingents n'est parti. Et la junte n'a pas expressément, ou pas encore, peut-être le fera-t-elle, demandé le départ des soldats français ou des soldats américains. Messieurs, avant de se quitter, de refermer cet épisode, j'aurais voulu qu'on fasse un point sur la situation en Ukraine. On voit que depuis la contre-offensive ukrainienne, eh bien, ça ne fonctionne pas vraiment, même si les combats ne faiblissent pas en intensité. On a affaire à une sorte de guerre de position qui s'éternise. Est-ce que c'est mauvais signe pour la suite du conflit, selon vous ? C'est mauvais signe en tout cas en termes d'opinion, parce que ce qui est en train de s'installer, c'est l'idée que les Ukrainiens n'y arrivent pas, n'y arriveront pas, et que l'évolution de l'opinion, notamment américaine, prendrait un mauvais tour, prendrait un tour davantage trumpiste, c'est-à-dire de dégagement, alors même que Biden avait pris des engagements très, très fermes. Donc il y a cette petite musique aujourd'hui sur le thème les Ukrainiens n'y arriveront pas, les opinions vont tourner le dos à l'aide à l'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on est dans une lutte contre le temps, d'ailleurs, parce que le temps étant l'arme principale de la Russie en l'espèce, puisque repliée sur ses positions défensives, elle peut attendre que l'Ukraine ait usé ses forces à essayer de vaincre ces barrières. C'est cela qui est préoccupant, parce que plus le temps passe, plus en effet les opinions peuvent se retourner, plus la lassitude peut s'installer. Et un autre problème qui vient télescoper celui-là et qui est lié, qui est si la guerre dure, et la guerre semble être appelée à durer, est-ce que les pays occidentaux seront toujours au rendez-vous de la fourniture d'armes de plus en plus importante, de plus en plus sophistiquée, qui sera nécessaire pour maintenir à flot l'Ukraine? Là aussi, c'est un enjeu. Et ce sont toutes ces questions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, alors même que les Ukrainiens essayent de créer quelques ouvertures, notamment sur le sol de la Russie, dans un scepticisme qui est en train de s'installer et qui est de mauvais augure, en effet, et qui est la caractéristique principale de cet été, je pense, c'est cette espèce de retournement que l'on sent venir, et on retrouve des discours sur le thème, et il faut parler aux Russes. Alors, il faudra certainement parler avec la Russie, mais je ne pense pas qu'il soit juste et nécessaire de parler avec Poutine. Le risque, Alain, c'est que l'Ukraine se retrouve définitivement amputée de ces territoires qui sont à l'est du pays ? Je ne sais pas, je vois que la guerre a changé de forme. Les tentatives menées depuis le mois d'avril pour percer le front russe et regagner du territoire le long de ce front oriental, cette bande frontalière orientale, notamment le Donbass, n'ont pas marché. Les Ukrainiens ont perdu beaucoup de matériel, 20%, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Bref, la bunkerisation du territoire que les Russes ont conquis semble tenir le coup face à ce type d'offensive. Alors on a le sentiment que les Ukrainiens sont revenus à des techniques qui étaient les leurs et qui sont beaucoup plus inspirées de ce qu'était l'armée soviétique ou l'armée russe, c'est-à-dire des bombardements. On réplique aux bombardements incessants russes par des bombardements plus ciblés le long de ce front, puisque grosso modo, quand les Russes tirent 10 projectiles, les Ukrainiens ont la capacité d'en tirer 1, mais donc on en revient à ça, plutôt que de faire prendre des risques inconsidérés, de perdre un matériel énorme dans des tentatives d'offensive, on en revient à ça. Et parallèlement, les Ukrainiens multiplient les attaques de drones en Russie, pas simplement à Moscou, mais sur les infrastructures russes en mer Noire. Et je dirais que d'une certaine manière, la guerre s'est déplacée vers la mer Noire, parce que de leur côté, les Russes multiplient les bombardements sur les infrastructures portuaires de l'Ukraine. Alors, il n'en reste plus beaucoup sur la côte, mais il y en a dans le delta du Danube, par exemple. Il y avait des ports de substitution qui permettaient aux Ukrainiens d'exporter encore
leurs céréales par la Roumanie, notamment. Les bombardements se sont multipliés sur les silos et pour empêcher totalement les exportations de céréales. Parallèlement, les Russes poursuivent leur stratégie de bombardement de terreur, de pression sur l'opinion publique, avec systématiquement des bombardements sur les villes et sur les zones habitées. C'est ce qui s'est passé lundi encore dans la ville de Prokhovsk, où il y a eu 9 morts dans un immeuble d'habitation, mais les bombardements nocturnes sur Kiev, alors ils sont souvent arrêtés par la défense antiaérienne ukrainienne, mais les bombardements nocturnes sur Kiev se poursuivent. Voilà un peu le profil de la guerre aujourd'hui. Après, c'est difficile de savoir ce qui peut se passer. Je mettrai une dernière note qui a caractérisé l'été aussi, c'est prenons au sérieux les tentatives que fait l'Arabie saoudite en ce moment pour réunir régulièrement des forums de discussion pour arriver à une paix en Ukraine. Il y a eu la semaine dernière encore un forum à Jeddah avec beaucoup de pays du Sud global qui semblent plutôt donc montrer que le Sud global est de moins en moins gagné à la Russie. Il y avait le Brésil, il y avait la Turquie, il y avait l'Afrique du Sud et naturellement l'Union européenne et les États-Unis. Et on essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler la paix demain. Il y aura une prochaine réunion au début de l'automne. Et ces réunions, qui sont naturellement tenues sans encore la présence de la Russie, mais sont tenues avec la Chine qui est invitée et qui y participe. Et donc s'installe un canal de conversation parallèlement à la guerre qui se poursuit. Dans le même ordre d'idée, il y a une déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères à la presse italienne où il explique que l'Ukraine n'exclut absolument pas de parler ou de reparler avec la Russie. Ce qu'elle exclut, c'est de parler ou de reparler avec Poutine, ce qui est évidemment différent. Et juste pour revenir d'un mot sur l'épisode qu'évoquait Alain, c'est un épisode qui montre la manière russe de faire la guerre, c'est-à-dire qu'on cible un immeuble. Bon, là, en l'espèce, on dit que c'est un immeuble de commandement militaire quand c'est un immeuble civil. Mais une demi-heure après, on recible le même. Pourquoi ? Parce qu'en une demi-heure, les secours sont arrivés sur place. Et donc, ce sont les secours qui sont visés à ce moment-là. Et ça, c'est systématique. Et c'est systématique dans la politique de terreur que mène la Russie dans sa façon de faire la guerre. Et sur l'évolution du climat et du conflit, la journée clé, c'est la journée du 7 juin dernier. Parce que ce jour-là, il y a eu une offensive de blindés ukrainiens qui se sont retrouvés exactement dans la position des blindés russes quand les blindés russes ont fait mouvement vers Kiev et qu'ils ont été bloqués par l'artillerie ukrainienne. Et donc là, les blindés ukrainiens ont été bloqués et littéralement explosés par l'artillerie russe. Et donc ça a apporté la preuve que voilà, les choses se renversaient militairement parlant et que l'Ukraine ne pouvait pas s'engager dans des opérations comme ça de percée, y compris avec des blindés modernes, parce qu'elle s'exposait aussitôt au feu de l'artillerie russe, et c'est ce qui explique le mécanisme du front tel que l'a expliqué Alain tout à l'heure. Alors, quand tu as parlé avec la Russie, mais pas avec Poutine, ça risque quand même d'être assez compliqué. On rappelle qu'il y a des élections prévues en 2024. Pour l'instant, et selon les dernières études d'opinion menées par Levada, un institut de sondage russe considéré comme relativement indépendant, la cote de popularité de Poutine est à 82% selon le dernier décompte de juillet. Merci messieurs pour ce point d'actu de l'été. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Merci Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.